Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'analyser le portefeuille de Warren Buffett. Donc c'est dans la foulée de l'avant-dernière vidéo qu'on a faite concernant l'analyse du portefeuille de Harvard University, qui vous a bien plu. J'ai reçu pas mal de commentaires et puis de questions. Donc là, je m'intéresse à ce portefeuille parmi plein d'autres, hein, on verra qu'il y en a un certain nombre. Pour rappel, en fait, les gros investisseurs mondiaux mettent à jour leur portefeuille financier tous les trimestres et c'est accessible en ligne. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et je trouve ça assez intéressant en fait, de regarder un peu plus en détail ce dans quoi ils investissent et comment ils investissent, parce que bien souvent ils ont cette mentalité de long terme qui moi m'intéresse, et ça permet aussi de voir quels sont pour eux les secteurs les plus porteurs, en tout cas dans leur avis, dans leur vision. Et puis bien souvent leurs portefeuilles ont un tel montant que c'est aussi ce qui décide de, de, du devenir de l'action en elle-même finalement, et en tout cas à court terme. Donc voilà, là je vous propose d'analyser celui de Warren Buffett. Donc vous le connaissez sans doute de nom, c'est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, surnommé l'oracle d'Omaha. Et il est connu pour sa stratégie de long terme. Il a une approche value investing, et son portefeuille a une performance qui est quand même assez exceptionnelle à travers les décennies. Donc il a une entreprise qui s'appelle Berkshire Hathaway, et via cette entreprise, il a construit un portefeuille d'actifs que on considère être parmi les plus influents du monde. Et ses choix sont vraiment scrutés par des investisseurs partout dans le monde. Donc là, je vous propose de plonger dans ses positions phares, dans les logiques derrière ses choix, les récents mouvements. On verra qu'il y a eu pas mal de mouvements sur son portefeuille. Et puis enfin, sa philosophie d'investissement, ce qu'on peut en retirer, nous, en tant qu'investisseurs particuliers. Alors, donc d'abord, le fonds et son poids. Un petit point de contexte. Donc il a un fonds qui est valorisé à hauteur de 257 521 771 000 dollars. Donc c'est un actif colossal, un portefeuille qui est massif, et puis un portefeuille, on le verra, qui reflète des décisions d'investissement à forte conviction. Donc c'est assez concentré autour de 5 grandes positions. Donc la tech en premier lieu, ensuite American Express, Bank of America, Chevron, Coca-Cola, enfin voilà, ces 5 positions représentent plus de 60% de son portefeuille, donc c'est quand même un portefeuille assez concentré. Et en termes de secteur, donc on voit que ce qui remporte la part du lion, c'est vraiment la finance et la tech, qui représentent la majeure partie de ses positions dans son portefeuille. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Warren Buffett, en lisant ses différents écrits, lui, sa stratégie d'investissement est basée sur le choix de secteurs solides et éprouvés. Donc ça veut dire des secteurs qui représentent vraiment des piliers de l'économie mondiale, la finance indispensable pour le crédit, les paiements, l'économie réelle, etc. La tech, avec notamment Apple qui domine nos usages numériques, la consommation courante comme Coca-Cola, mais on verra qu'il y en a aussi d'autres, qui fournit une demande stable, relativement peu affectée par les crises, même si, vous l'avez peut-être vu, j'ouvre une parenthèse, mais dans l'actualité récente, Trump a signé un décret comme quoi les aides sociales, tous les Américains en fait qui bénéficient des aides sociales ne pourraient plus dépenser leurs aides sociales en soda et en malbouffe. Voilà, ils considèrent que les aides sociales doivent être d'abord temporaires, et puis surtout c'est une aide d'autres Américains qui payent leurs taxes, qui sont souvent de plus en plus élevées, et donc ça doit pas servir à s'empoisonner, quoi. Donc là, c'est des décisions qui peuvent affecter, même si Coca-Cola étant une marque mondiale, ça va probablement avoir relativement peu d'impact, mais c'est quand même ce genre de décision à suivre au plan national, en tout cas. Territoire américain, ça peut avoir quand même une incidence. Et puis l'énergie avec Chevron, qui reste un secteur stratégique malgré les transitions et autres. Donc là, Warren Buffett mise sur des domaines essentiels, pas vraiment sensibles aux effets de mode, mais avec des perspectives vraiment de long terme. Alors si on rentre un peu plus dans le détail de son portefeuille, donc là c'est vraiment sa mise à jour à l'issue du 2e trimestre. Donc il a ajusté son portefeuille, il a fait une réduction partielle de ses positions Apple et Bank of America.
Davita aussi, comme je vous l'ai mis à droite. Alors Davita, je sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la gestion d'unités de soins, notamment de dialyse, mais aussi des thérapies d'infusion pour les maladies rénales, etc. Donc il a ajusté ces positions-là en réduisant un peu ses positions, mais bon, ça reste toujours énorme, hein. Vous voyez, Apple reste toujours sa première position avec valorisé à 57 milliards de dollars, hein. Donc c'est toujours des montants assez incroyables. Il a ouvert d'autres positions, donc notamment United Health Group donc United Health Group, c'est pareil, je sais pas si vous connaissez, il est leader, c'est un groupe leader dans l'assurance et les services médicaux. Donc là, on peut penser que Buffett parie sur la croissance du secteur santé, du fait notamment du vieillissement de la population. Il a ouvert également une position donc sur Lamar. Lamar, c'est une société de publicité. C'est un peu l'équivalent de notre JC Deco. Vous savez, les publicités dans les abribus, etc. C'est l'entreprise qui gère aux États-Unis les panneaux d'affichage, les enseignes, les panneaux de signalisation dans les transports en commun. Et je crois qu'il gère aussi ces parties, enfin ces domaines-là au Canada également. Donc c'est une compagnie assez énorme. Donc là, Warren Buffett vient d'ouvrir une position sur cette entreprise et il a ouvert une position également sur Allégion PLC. Donc Allégion PLC, c'est un fournisseur de produits de sécurité, sécurité et contrôle d'accès en fait. Donc voilà pour les ventes et les ouvertures. Et en renforcement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles entreprises, quels secteurs il renforce, et donc ceux dans lesquels il a le plus confiance en fait sur du long terme, et ceux qu'il maîtrise le mieux. Donc il a renforcé en premier lieu, et même de très loin, Lennar. Lennar, c'est une entreprise de construction aux États-Unis, notamment d'habitation, qui sont basés à Miami. Et ils ont des projets colossaux de reconversion de bases militaires américaines en quartier résidentiel. Et voilà, donc là sans doute que Warren Buffett table sur le fait que la demande de logement aux États-Unis reste structurellement élevée malgré les cycles économiques. Donc il y a cela, et il a renforcé aussi sa position sur PoolCorp, qui est en fait le plus grand distributeur au monde de fournitures, d'équipements, de produits de loisirs pour les piscines. Il a renforcé Nucor, qui est lié aux infrastructures, à la demande industrielle en acier. Donc sa position sur Chevron, on l'a vu tout à l'heure. Et Constellation Brands, que je connaissais pas, et ça c'est tout ce qui est bière. Alors je sais plus exactement ce qu'il y a comme marque de bière, je crois qu'il y a Modelo, Corona, enfin des marques comme ça, qui voilà, ils regroupent en fait plusieurs marques de bière. Donc là, je vous ai mis juste un extrait hein, que vous voyez en visuel. Tout n'est pas dessus, parce qu'il y a aussi plein d'autres positions en bas. Et je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir. Mais voilà, je voulais vous faire un peu un état de ce qui a été vendu, les lignes un peu vendues, même si ça reste à la marge, hein. Il a réduit, par exemple, on l'a vu, de 6,67% sa position sur Apple, mais il reste à 57 milliards 447 millions de dollars valorisés en actions Apple. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a acheté, par exemple, le UNH, donc le United Health Group, et ça c'est assez intéressant, ça représente 5 millions d'actions, et ça représente à l'échelle de la valorisation de l'ensemble des actions UNH, ça représente 0,55% des actions en circulation. Et depuis qu'il a fait ce move, qui est assez récent quand même, hein, le titre a gagné 10%, suivant les nouvelles. Donc voilà, ça nous ouvre un peu des perspectives sur l'impact quand Warren Buffett achète une action. C'est à chaque mouvement, en fait, chacun de ces mouvements agit comme un signal de marché. Il y a un effet un peu auto-réalisateur, vous voyez. Il sait qu'il va gagner, puisqu'il a une capacité d'investissement qui est juste démentielle. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va agir comme un signal de marché. Et donc, il va ag
il y a 2 phases en fait quand il entre dans une nouvelle position, comme on a vu ici, United Health Group, Lamar, Aledion, etc. D'abord, il y a une phase de pump court terme, parce qu'il y a des gens qui vont suivre, copier, ils se disent il y a un effet, il faut rentrer dessus, il faut que j'y aille. Et puis une deuxième phase de re-rating long terme, c'est-à-dire que les gérants vont ensuite revaloriser le titre parce que ils considéreront que le titre a été validé par Warren Buffett et donc il faut que le titre soit corrigé. Et généralement, c'est pas une correction à la baisse. Voilà, donc là, il y a une question du branding en fait. C'est un peu une légende dans l'investissement et il a même plus besoin d'avoir raison finalement. C'est son branding, le fait que ce soit Warren Buffett qui investisse, qui crée de la valeur en soi. Voilà, donc ça c'est un peu pour sa philosophie d'investissement. Ce qu'on va regarder donc maintenant justement la méthode Buffett. Alors il y a 3 points que j'ai relevés. Alors évidemment il y a plein d'autres enseignements qu'on peut en tirer, mais moi ce que j'ai pu relever, alors des différents articles, des interviews que j'ai pu voir, sachant que je suis loin d'avoir tout vu, hein, comme vous le savez, moi je m'y intéresse depuis finalement assez peu longtemps par rapport à des gens qui sont vraiment dessus depuis des dizaines d'années, mais bon j'ai 32 ans en même temps. En premier lieu, sa stratégie c'est d'abord de prendre du recul. Quand on trouve une entreprise dans laquelle on souhaite investir, il faut prendre une grande inspiration, il faut laisser le temps à l'action d'atteindre une valorisation raisonnable et ensuite réagir quand le marché se corrige. Il faut pas acheter quand la valeur est haute, ce qui nous paraît logique, mais ça peut faire partie des erreurs que des jeunes investisseurs peuvent faire notamment, et même moins jeunes investisseurs. Quand on croit en un secteur ou en une société en particulier, parfois on peut avoir une vision un peu biaisée des choses. Deuxième point, maintenir le cap. Donc il considère qu'une fois qu'on a pris notre temps, qu'on a attendu, euh, qu'on a investi quand le marché s'est corrigé, quand on estimait avoir une opportunité, euh, on a agi, on a acheté. Et là, il suggère de résister à la panique et de ne vendre les titres, en fait, de ne jamais vendre les titres. La panique étant justement ce réflexe qu'on peut avoir, notamment en jeune investisseur, de vendre quand les titres vacillent, voire même quand les titres s'effondrent. Alors je sais pas vous, mais moi je vous ai montré un petit peu mon portefeuille quand Trump a fait ses annonces de tarifs douaniers. Moi j'avais perdu 6 000, 7 000 euros, enfin donc là, un réflexe assez humain, c'est il faut vendre alors, parce que sinon l'hémorragie va continuer, je vais continuer à perdre. Bah non, parce qu'en fait, tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas. Donc au contraire, il faut continuer à acheter. Euh, et donc c'est un peu sa déclaration. Il avait fait cette déclaration à la CNBC. Il avait dit les entreprises américaines vont bien se porter à terme, donc on sait que l'univers d'investissement va très bien se porter. Donc il n'y a pas de raison de vendre. Mais malgré tout, on vit dans un environnement, notamment en France, qui est encore très tourné à gauche, qui est anti-investissement, anti-réussite, etc. Et donc c'est quand même compliqué parce qu'on a ces vieux réflexes et puis on a c'est un peu cette propagande tout autour de nous qui nous environne et qu'il est parfois difficile d'exclure dans nos décisions. Troisième point, choisissez des entreprises, pas des actions. Donc là, pour lui, il faut analyser l'activité d'une action, oui, mais il faut privilégier surtout les entreprises qu'on comprend et les secteurs d'activité que l'on connaît. Et lui, on le voit, hein, il investit dans la construction, dans la finance, dans la tech. Et d'ailleurs, bien souvent, comme il l'avait dit, hein, quand Internet est arrivé et que donc c'était une opportunité pour commencer à acheter les grosses boîtes qui ont émergé, les Google, les Amazon, etc. Il a avoué avoir abandonné au début ses premières actions Google, Amazon parce qu'il possédait pas une vraie connaissance, une connaissance approfondie de l'internet. Et donc il avait du mal à analyser ses actions et les perspectives futures. Bon, visiblement maintenant il a changé de braquet. Donc voilà. Et là, ce que je mettais un peu en bas pour nous guider en tant qu'investisseurs particuliers, c'est ce qu'il regarde en priorité quand il analyse la santé financière des entreprises dans lesquelles il investit. Donc la performance de l'entreprise, donc le rendement des capitaux propres, c'est-à-dire le ROE,
qu'on appelle peut-être parfois plus le retour sur investissement des actionnaires, donc c'est le bénéfice net divisé par les capitaux propres. L'endettement de l'entreprise, donc le ratio d'endettement, c'est-à-dire le total du passif sur les capitaux propres. Les marges bénéficiaires. Et il va regarder aussi la dépendance aux matières premières. Il va finalement éviter les entreprises dont les produits ne peuvent pas être vraiment discernés de ceux de leurs concurrents. Et c'est pour ça que il y a l'effet, vous avez peut-être vu ce mot moat, M-O-A-T en anglais. Ce qu'on appelle moat, c'est en fait la douve protectrice, quoi. C'est ce qui donne un avantage concurrentiel à une entreprise. Par exemple, Coca-Cola, il y a plein d'autres sociétés qui font déjà d'ailleurs du Coca-Cola, mais ça reste de pâles imitations à côté du vrai Coca-Cola avec le branding, le logo, qui représente donc un avantage concurrentiel énorme pour la marque. Et à long terme, quelque chose de très difficile à égaler, à surpasser, et donc des actions qui, sur le long terme, vont continuer à gagner. On l'a vu, son deuxième point, approfondir ses connaissances dans les domaines dans lesquels on souhaite s'investir. Donc là, lui, il l'appelle l'investissement dans soi-même. Il dit que c'est le premier des investissements à réaliser. C'est d'abord nos connaissances. Et ça nous permettra de ne pas faire d'erreurs et de prendre moins de risques. Et enfin, détenir ses actions, mais ça on l'a dit plusieurs fois sur cette chaîne, pendant 10 ans, voire plus, vraiment agir sur du long terme. Et essayer d'avoir ce tempérament d'investisseur, de faire ses recherches, de pas trop écouter ce qui se dit en termes d'anticapitalisme, d'anti-patrimoine, d'anti-investissement, d'anti-argent, etc. Que ce soit dans la propagande médiatique ou dans notre cercle familial ou en fait partout ailleurs, et de s'informer vraiment en profondeur des entreprises, de l'écosystème économique, ne jamais prendre une décision uniquement parce que un tel fait ça ou un tel dit ça. Il faut vraiment croiser les sources et se faire son avis. Donc son style d'investissement, c'est plutôt celui d'un chasseur de bonnes affaires. Il est opportuniste, mais il est aussi extrêmement pragmatique. Ce qui va d'ailleurs avec son style de vie, hein. C'est quelqu'un qui a pas une grande maison, qui est assez frugal, qui ne collectionne pas les voitures, qui se rend au travail très simplement, etc. Son style d'investissement est vraiment axé sur la valeur des choses. Il a cette attitude-là très pragmatique dans un peu tous les domaines de sa vie. Voilà pour cette analyse. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais en faire un certain nombre d'autres dans la foulée. J'ai déjà quelques idées, et notamment des portefeuilles de fonds souverains, notamment celui de la Norvège. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.